Pays enclavé du Sahel ouest africain, le Niger a un climat tropical sec avec une longue saison sèche de 7 à 9 mois et une courte saison de pluie de 3 à 5 mois. Selon la pluviométrie, on distingue ainsi du nord au sud 4 zones climatiques que sont la zone sahélo-soudanienne, 1% de la superficie totale du pays, et reçoit en moyenne 600 à 800 mm de pluie par an. La zone sahélienne, qui couvre 10% du pays, et reçoit 300 à 600 mm de pluie en moyenne par an. La zone sahélo-saharienne, qui représente 12% de la superficie du pays, reçoit 150 à 300 mm de pluie en moyenne par an, et la zone saharienne, couvrant 77% du pays, qui reçoit moins de 150 mm de pluie en moyenne par an. La population du Niger est essentiellement rurale, 83,8%, et tire la grande partie de son revenu de l'exploitation des ressources naturelles. À l'instar des autres pays sahéliens, le Niger est tributaire des conditions climatiques et particulièrement de la pluviométrie. En effet, la région du Sahel dont le Niger est l'une des zones les plus vulnérables aux effets adverses du climat et que la variabilité hydrologique et le phénomène extrême, inondations, sécheresses, etc., s'accentueront davantage du fait des changements et variabilités climatiques. Les inondations et les sécheresses sont les manifestations les plus graves qui impactent de façon drastique les systèmes agro-silvopastoraux. En outre, de 2011 à 2018, le pays a enregistré 102 126 maisons effondrées, 1 371 601 personnes sinistrées et 132 091 hectares de cultures perdues. C'est pour répondre aux multiples préoccupations des populations face aux effets néfastes du changement climatique que le projet Anadia Niger a initié des missions de sensibilisation dans le bassin de la Sirba pour mieux outiller les riverains sur les mesures à prendre pour éviter des catastrophes en cas d'inondation. Donc déjà, il faut parler de l'initiative globale elle-même, donc le projet, je veux dire, et duquel l'initiative Salapis est venue. Donc c'est le projet Anadia. Voilà, nous sommes à la deuxième phase de ce projet-là, parce que la première phase a été très concluante et ça s'est déroulé dans la région de Tillabéri. Maintenant, on est dans la région de Dosso, où effectivement nous faisons la même chose, pratiquement de ce qu'on a eu à faire depuis 2013 jusqu'à 2016. Et après, maintenant, nous sommes venus donc pour prendre 5 communes au lieu de 3 au niveau de Tillabéri avant. Et après, on a eu donc, au cours de cette deuxième phase-là, ce qu'on a appelé l'initiative Salapis. Déjà, un petit rappel sur le projet, Anadia, c'est adaptation au changement climatique, prévention des catastrophes et développement agricole pour la sécurité alimentaire. Alors, ce projet-là a été initié par deux parties, la partie italienne et la partie nigérienne. La partie italienne par l'IBE, donc l'économie de bioéconomie, qui a autrefois été IBIMET, donc Institut de biométéorologie, et donc la direction de la météorologie nationale au Niger. Alors, ce projet, c'est un projet de recherche-développement qui s'intéresse à 2 risques climatiques. Et ces 2 risques-là, c'est justement la sécheresse et les inondations. Et donc, c'est sur ces 2 thématiques-là que nous avons travaillé, n'est-ce pas, dans les 2 régions, et où nous continuons de travailler dans la seconde région, ainsi que d'ailleurs dans la première région où on a continué un certain nombre d'activités. Dans l'initiative Salapis, bien entendu. L'initiative Salapis, effectivement, se déroule pratiquement donc dans la région de Tillabéri. Voilà. Et en quoi ça consiste en fait? Salapis, ça veut dire un système local, n'est-ce pas, d'alerte précoce sur des inondations sur la Sirba. Alors, l'initiative même consistait à voir, parce que de tout le temps on a traité de la sécheresse et autres, maintenant que l'inondation devient maintenant même une préoccupation de premier ordre au Niger, donc on s'est dit qu'il nous faut faire, effectivement, il faut avoir une initiative qui va essayer de traiter cette question-là pour trouver les voies et moyens de réduction des risques qui sont liés donc, à ces inondations-là. Et c'est ainsi que donc, Salapis est né.
et ça s'intéresse au bassin de la Seba. On a dit on va commencer par le bassin de la Seba. Et c'est tout un processus pour la mise en œuvre de cette initiative-là. La première des choses, c'est de comprendre donc, toute la dynamique, l'hydraulique, l'hydraulicité, disons, les caractéristiques disons, globales donc, du bassin, mais également du cours d'eau Sirba. Et c'est ainsi que nous avons initié, on a dit qu'on va essayer de mettre en place d'abord deux modèles. Des modèles avec lesquels on va travailler pour faire les prévisions, n'est-ce pas, pour gagner une semaine à l'avance pour connaître les cas d'inondation, des débits importants qui pourraient engendrer, n'est-ce pas, des inondations. Donc c'est comme ça que nous sommes intéressés au modèle européen libre, GLOFASS, qui n'est pas de haute résolution malheureusement. Et il y a un autre modèle donc suédois, donc le HYPE, qui était déjà en expérimentation, ou disons en étude au niveau du centre régional Agrimet et un peu partout. Donc on s'est intéressé aux deux modèles-là. On a commencé à travailler donc, ensemble même avec l'Agrimet. Et donc c'était la première étape. La seconde étape, et c'est vrai, l'essentiel du bassin de la Sirba se trouve pratiquement 80% au Burkina Faso. Et dans un premier temps, on n'a pas réussi vraiment à établir une bonne entente entre le Burkina et le Niger. Alors on s'est concentré à travailler donc, dans la partie nigérienne. C'est ainsi qu'on a payé un hydromètre. C'est un appareil automatique, n'est-ce pas, qui prend les données et qui nous le renvoie automatiquement sans qu'il y ait un déplacement. Et on l'a placé juste à l'entrée donc, du Niger, et au niveau donc, du village donc, qui est plus à proximité, n'est-ce pas, du Burkina. Et donc c'est ainsi qu'on a mis, et cela nous permettait effectivement d'avoir donc des informations de tous les débits qui rentrent, donc la quantité par temps d'eau qui rentre, par unité d'eau qui rentre donc, sur le Niger. Et au préalable, pendant la saison sèche, nous avons effectué depuis l'entrée du Burkina jusqu'à là où n'est-ce pas, le cours d'eau se jette au fleuve Niger, donc vers Talé. Nous avons fait à pied, pas à pas, pour étudier, n'est-ce pas, la géométrie même de cette vallée-là, pour faire un modèle hydraulique, comprendre tous les aspects, n'est-ce pas, de ce cours d'eau-là. C'est ainsi qu'avec des appareils très pointus, on a pu faire ce travail et on a réussi à faire notre modèle hydraulique. Et cela nous permettait, donc, avec la quantité d'eau qui est rentrée, de savoir jusqu'où l'eau peut aller, donc dresser une carte de risque de ces inondations-là. Et avant tout ça, là, c'est avant l'arrivée de l'hivernage. Alors, et donc, on a donc vraiment tous les outils maintenant pour pouvoir apprécier, même si c'est sans les modèles, avec l'eau qui rentre donc à la frontière, on peut savoir où est-ce que on peut avoir des inondations déjà à l'entrée ou en amont. Et on a 1 à 2 jours pour prévenir les gens. D'où les formations itinérantes alors. Voilà, effectivement. Et donc c'est ainsi que quand on a mis tous ces outils-là en place, alors, et avant ça se faisait seulement avec l'agriculture, ce qu'on appelle la formation itinérante de paysans pour les observations pluviométriques et autres. Maintenant, on a initié, et ça devrait être vraiment une première pratiquement dans la sous-région, et la formation itinérante hydrologie. Donc on est allé dans les différents villages n'est-ce pas, qui longent le cours d'eau Sirba, et on a fait ce qu'on appelle la formation itinérante. On a amené avec le Megri toute la population, femmes, enfants, et tous ceux qui sont concernés donc, dans le village. On leur explique effectivement c'est quoi les inondations, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi leur cause, c'est quoi leur impact éventuel. Et en passant, il faut souligner également que, après donc, avoir fait les modèles hydrauliques, toutes ces études-là sur le cours d'eau, on était à même de dresser des seuils de vigilance. Et donc on a mis des échelles, des échelles dans tous les villages là, et ces échelles-là sont colorées du vert au rouge. C'est par degré, n'est-ce pas, de montée de l'eau. Et cela correspondait effectivement à un certain nombre de conséquences selon que le niveau d'eau se trouve sur le vert, le jaune, l'orange ou le rouge. Et donc tout ça là, dans la formation itinérante, on a expliqué à la population qui, même à première vue donc, de l'échelle, sans intervention de quelqu'un, ils peuvent appréhender la gravité de l'inondation. Donc cela a été fait avant que l'hivernage ne s'installe véritablement. Et donc c'est comme ça que, malheureusement, c'est comme si en fait
ça attendait cette initiative-là, on a connu la pire des inondations au niveau donc les phénomènes extrêmes et les inondations. Et voilà. Et effectivement, et comme on le sait, donc ces dernières années, avec le changement climatique, on assiste maintenant à des phénomènes, même les précipitations ont changé de caractéristiques, elles sont devenues beaucoup plus intenses, et également, surtout à la prévision qu'on a faite l'année dernière, on savait que les fortes précipitations vont se concentrer sur un temps août, donc mai, juillet, août. Et donc, en cette période-là, on va avoir beaucoup de précipitations, nous le savions déjà. Et c'est ce qui malheureusement s'est passé. Et sous ces bassins-là, il y a tellement de précipitations qui sont tombées en même temps, donc au Burkina, au Niger, qu'au cours déjà du mois d'août, ce qui est rare, on a déjà atteint, par exemple au niveau donc, du fleuve, comme au niveau de la Sirva, le seuil rouge, donc le seuil maximum des inondations. Et donc c'est dire que effectivement cette initiative alors a permis, avec la plateforme qu'on a mis en place, une plateforme web, ou même de ton bureau, tu peux regarder au niveau de la Sirva, n'est-ce pas, ou même au niveau du fleuve Niger, on peut chaque jour, heure par heure, voir comment l'eau monte. On a réussi effectivement à faire cela pour ceux qui restent à la maison et suivent la situation. Et au niveau donc de ces villages-là, en dehors donc des échelles, on a eu des observations de ces échelles-là avec lesquelles on a un groupe WhatsApp. Et donc à chaque moment, ces observations nous disent voilà là où l'eau est et voilà comment les inondations sont en train d'impacter, n'est-ce pas, l'environnement ou les villages. Et donc c'est comme ça qu'on a géré, et donc tout le monde était averti, tout le monde savait ce qui allait se passer à l'avance, et c'est comme ça que les populations, on a pu gérer, n'est-ce pas, et ça a été vraiment un exemple vraiment fortement, disons un exemple vraiment particulièrement réussi, n'est-ce pas, cette initiative sur la piste, et les populations, tout le monde était ensemble avec les scientifiques que nous sommes, et on était tous ensemble, et on suivait la chose, on suivait les prévisions, et on anticipait sur les choses, on gérait cette question au niveau de la Sirva. Donc voilà, si vous voulez, de quoi il s'agit véritablement. C'est une nouvelle initiative et chez nous, vraiment, on est très satisfaits. Ça a été très concluant. L'année 2020 a été une année très humide. Donc la saison, il y a eu beaucoup de précipitations. D'accord, donc ça a été une année très humide. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des inondations. Mais ce n'est pas ça seulement, parce qu'il y a aussi l'ensablement de ces cours d'eau qui a contribué à aggraver les inondations. Donc c'est ça surtout. Donc, mais il y a des solutions qu'il faut y penser. Donc les solutions, il faut les voir sous trois angles. Il y a les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc à court terme, moi je dirais, vous avez vu, il y a des inondations au niveau de Niamey. Donc il faut connaître qu'il y a eu la crue locale qui a été une crue exceptionnelle qu'on n'a jamais vue par le passé. D'accord, donc à Bossé-Bongou, on a dépassé des cotes de 700. À Sirba, sur la Garbey-Kourou, on a observé une cote de, je crois, jusqu'à 525 cm, jamais observé par le passé. À Niamey, on a eu 700 cm à la station de Niamey, ça aussi jamais observé par le passé. Donc ce qui a fait que même ça a causé des brèches au niveau des digues. Donc à court terme, c'est de réparer toutes ces digues-là, de rehausser les digues. Et puis voilà, c'est tout le long, hein. Tout le long, là où il y a des risques, il faut mettre des digues de protection à la rive droite, à la rive gauche, ainsi de suite. Évacuer les populations des zones inondables. Donc ça, on peut le faire à court terme. Ben, le dimensionnement des digues aussi, il faut bien le faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, je vous parlais tantôt du débit, il y a des débits de période de retour qu'il faut prendre. Par exemple, si on prend un débit de période de retour 1000 ans, c'est une chance sur 1000 ans d'arrivée. Donc, avec ça, on peut déterminer la hauteur d'eau et puis déterminer qui correspond au débit et puis déterminer la hauteur de la digue. Et comme ça, on peut savoir que la digue peut protéger quand même pour des débits exceptionnels. Et puis, en fonction de ça, on peut faire une digue conséquente. Et il faut faire ça avec encore des matériaux vraiment de qualité. Donc, si on fait du bon travail, on peut pas même protéger la population. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, je dirais qu'il faut penser au désensablement de ces cours d'eau pour améliorer l'hydraulicité de ces cours d'eau.
D'accord, parce que quand il y a le sable, ça aggrave les inondations, ça facilite. Dès que l'eau vient, l'eau va déborder. Donc si on dégage tout ça, il y a des techniques pour le faire aujourd'hui dans le monde. On peut bien faire ce désensablement-là. Et à long terme, c'est de faire des ouvrages structurants le long de ces cours d'eau, notamment des barrages comme Kandaji, un barrage le long de la Sirba, parce que les barrages jouent les rôles de régulation. Quand il y a trop d'eau, les barrages vont stocker cette eau-là, ce qui va empêcher les inondations en aval. Et on peut utiliser l'eau pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation, ainsi de suite. Et en plus, quand il n'y a pas d'eau maintenant en aval, en période sèche, là, donc les barrages vont lâcher des eaux pour que l'aval puisse avoir de l'eau. Donc c'est ça la régulation. Donc à long terme, les barrages hydrauliques pourront quand même bien maîtriser, bien nous permettre de gérer ces inondations-là. Avez-vous quelque chose à ajouter? Donc mon dernier mot, c'est de dire que la population doit toujours être prudente, de rester à l'écoute des messages des autorités qui suivent en général ces phénomènes extrêmes comme les inondations avec nous. Et puis moi je dirais aussi, avant de terminer, que le modèle Islapis vraiment a été un grand succès. Vraiment on a fait un travail de qualité avec l'équipe italienne que je remercie vraiment au passage. Donc c'est une première qu'on a eu à faire sur la Sirba, mais l'avantage c'est qu'on peut répercuter ça partout au Niger. Quand vous prenez Telwa, Agadez, la Komadougou, à Difa, la Magia, à Degrawa, à Tawa, tout ça. Donc on peut mettre ces modèles simples de prévision des inondations. Et puis ça va permettre à la population et aux régionaux de suivre à travers ce modèle-là. Nous, on peut leur faire l'information et de suivre et de prévenir la population en cas de risque d'inondation. Vraiment, c'est des modèles très très importants qui pourront aider à la prévention des inondations.